Et salut amis bidouilleurs et bidouilleuses. Aujourd'hui une nouvelle vidéo en partenariat avec SNCF Réseau. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo parce que ça parle de train. Je pense que là c'est quand même assez explicite. Je suis actuellement sur un chantier qui est juste après la gare de Saint-Lazare. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une opération coup de poing. On est obligé de bloquer des voies et on ne peut faire ça que pendant une durée très limitée. Donc là on est le samedi et lundi, là où je me trouve, il y a des trains qui vont circuler. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle donc des ouvrages d'art. Les ouvrages, c'est les ponts par exemple, les tunnels, ce genre de choses. Il y a une sorte de vague de ponts et d'ouvrages à remplacer qui arrivent d'un coup, puisqu'ils ont été tous fabriqués à peu près à la même période. Alors bien sûr, on essaye d'espacer les chantiers parce qu'on surveille les ponts, on surveille les ouvrages. Donc ceux qui sont encore en bon état, on peut les faire tirer encore un petit peu en toute sécurité. Donc du coup, on va les garder. Et ceux qu'il faut remplacer le plus vite possible, on les remplace en priorité, etc., etc. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Pourquoi il y a beaucoup de chantiers en ce moment sur la région parisienne? Qu'est-ce que ça implique, ce type de chantier? Comment ça fonctionne? Bref, on va voir ça dans cette vidéo. Venez avec moi, ça va être cool. Dans cette vidéo en partenariat avec SNCF Réseau, on va voir le remplacement de deux ouvrages. Le majestueux pont des cathédrales et le moins majestueux viaduc des souverains, mais tout aussi intéressant. Oui, c'est pour le travail. Tous ces chantiers sont prévus des années en avance. Et tout est calculé jusqu'à la forme des nouveaux ponts pour perturber le moins possible le trafic. Et d'abord, pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, remontons au début du 19e siècle. À l'époque, on savait surtout faire de la fonte, un alliage de fer avec beaucoup de carbone. La fonte est relativement facile à faire, facile à couler, mais reste assez fragile, ce qui n'est pas super pratique pour les chemins de fer ou les ponts. Mais les techniques s'améliorent et dans la première moitié du 19e siècle est mis au point une nouvelle méthode pour décarboner la fonte. On coulait la fonte dans un four spécifique appelé four à réverbère et on la brassait un petit peu comme une soupe en mélangeant des additifs qui, avec l'oxygène de l'air circulant dans le four, servaient à capturer le carbone de la fonte en formant des scories. Avec cette méthode, le taux de carbone passe d'environ 2 à 3% à quelques dixièmes de pourcent, ce qui donne du fer quasiment pur. Restait à enlever les scories formées pendant le processus. Une grosse partie était séparée du fer directement dans le four, mais il en restait toujours un peu. Pour se débarrasser du reste des impuretés, le fer était coulé en lingots puis forgé. On tapait dessus ou on le passait au laminoir pour chasser les scories restantes. Le laminoir, c'est un système avec des rouleaux qui écrasent le métal. Le résultat de ce procédé est appelé fer pudelé. Moins cassant, plus souple et résistant, les caractéristiques du fer pudelé sont beaucoup plus intéressantes que la fonte. Le fer pudelé est considéré comme un presque acier. C'est-à-dire qu'on est sur une sorte d'étape intermédiaire entre la fonte et l'acier. On n'y est pas totalement, mais on s'en approche. Les aciers arriveront aussi au cours du 19e, mais il faudra beaucoup de temps avant de stabiliser les processus industriels. Et pendant cette période, le fer pudelé a souvent été préféré pour la construction car sa qualité était plus constante. On était sûr à peu près d'avoir tout le temps la même chose. Ce qui fait qu'au cours du 19e, les bâtiments et ouvrages en fer pudelé se multiplient avant de se faire remplacer par l'acier au XXe siècle. À Paris, on ne compte plus le nombre de ponts en fer pudelé, de structures en fer pudelé. La tour Eiffel est en fer pudelé. Le fer sortait des usines sous la forme de barres ou de plaques, et les structures étaient assemblées soit par boulonnage, soit par rivetage. Ces techniques fonctionnent bien et on construisait du neuf à tour de bras, mais pas n'importe comment. Donc vous avez encore les plans des ponts qui ont été faits au 19e siècle. Est-ce que c'est le cas pour tout ou il y a des choses qui ont été perdues La plupart des ouvrages, on arrive à avoir des archives. Ça arrive qu'on n'ait pas d'archives, et ça arrive qu'on ait des archives de travaux qui ont été faits ultérieurement, par exemple des travaux de renforcement du pont peut-être 20-30 ans plus tard. Et du coup, grâce à ça, on arrive à essayer de comprendre un peu la structure du pont. On a accès aux notes de calcul de l'ouvrage de 1868 et pour le coup, ils étaient plutôt fins dans le calcul. À savoir, ils mettaient la matière vraiment là où ils en avaient besoin. Donc par exemple, sur cet ouvrage, les semelles, elles sont renforcées vraiment ponctuellement aux zones où on a plus d'efforts. Chose qu'on fait beaucoup moins maintenant. Par exemple, l'ouvrage qu'on va mettre en place, on utilise une poutre qui est continue sur tout le long, sachant qu'au milieu, on a plus d'efforts. Mais après, ça dépend. Par exemple, ils étudiaient pas la dynamique de l'ouvrage, à savoir, maintenant, on va circuler sur l'ouvrage avec des grandes vitesses. Et donc le pont il peut résonner et ça ils étudiaient pas forcément. Et puis là les convois de calcul justement des ponts ils sont quand même beaucoup plus costauds maintenant qu'à l'époque. Parce que là donc on applique les eurocodes, les eurocodes donc qui sont des normes de calcul européennes qui sont en vigueur depuis les années 2007 ou 2008, un truc comme ça. Ouais. Alors qu'à l'époque ils appliquaient pas ça, donc c'était pas les mêmes contraintes de calcul et les mêmes contraintes de dimensionnement. Ouais. Les eurocodes sont une série de 10 standards européens. Le but est d'unifier les règles de construction pour simplifier le travail. Si on sait faire un pont en France, on sait le faire en Allemagne. Et on améliore aussi la sûreté, parce que ces normes ont été mises au point par des experts de nombreux pays.
Mais bon, on n'a pas attendu les Eurocodes pour fabriquer des ouvrages résistants et constants dans leur qualité de fabrication. La thèse que j'utilise pour la partie historique de cette vidéo montre l'existence d'un règlement dès 1858, sachant que la première ligne ferrée en France date de 1828. Ce règlement précède l'explosion du nombre d'ouvrages dans le pays. De 1890 à 1900, plus de 600 ponts métalliques sont construits. Et le pic absolu de construction est entre 1860 et 1870, avec plus de 900 ouvrages ferroviaires. Tous ces ponts ont une vie différente. Certains sont encore en service, d'autres ont disparu, certains sont devenus obsolètes, il y en a qui restent des symboles du génie de l'époque, et une partie prend la rouille ou supporte une voie verte suite à l'abandon de leur ligne ferroviaire. Autour de Paris, c'est différent. Chaque mètre carré de voie ferrée est précieux et beaucoup de ponts sont encore en service, ayant vécu la vapeur, le diesel et le TGV. Surveillés, entretenus, renforcés, réparés, ces ouvrages de plus d'un siècle sont dans des zones où on ne peut pas se permettre de couper le trafic. Sauf qu'au bout d'un moment, l'entretien ne suffit plus. Et comme on l'a vu dans les autres vidéos, avec le remplacement des appareils de voie, des rails ou du ballast, il faut refaire, il faut reconstruire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on doit refaire un ouvrage ou pas ? Parce que bon, ce genre d'édifice n'a pas de date de péremption à proprement parler, tout simplement parce qu'il est impossible d'anticiper comment on va les utiliser dans un siècle. L'ingénieur de 1860 ne savait pas qu'on allait pouvoir faire un Paris-Lyon en 2 heures avec des trains beaucoup plus grands et lourds qu'à l'époque. Non, le seul moyen, c'est de surveiller les ouvrages et de voir comment ils évoluent. Il y a 2 types de visites. Une, tous les 3 ans, qui est plutôt assez basique, où on vérifie le pont dans son ensemble, et une visite approfondie tous les 6 ans. Et la chose qu'on regarde en particulier, c'est la corrosion et la fatigue. Le 8 mai 1842, on célèbre à Versailles la fête du roi Louis-Philippe. Du beau monde vient de la capitale pour assister aux festivités. D'habitude, la ligne Versailles-Paris ne transporte pas autant de monde. C'est pourquoi on décide de coupler 2 locomotives entre elles pour tirer les voitures chargées de presque 800 personnes. Le drame se passe sur un trajet du retour, où la locomotive de tête déraille, entraînant avec elle l'autre locomotive et les voitures pleines à craquer de passagers. C'est une des premières catastrophes ferroviaires. À la suite de cette catastrophe, une controverse éclate parmi les experts sur les causes de l'accident. Cependant, une chose est sûre, un essieu de la première locomotive a été retrouvé, cassé net en 2. Ce qui est le point de départ des recherches sur un phénomène désormais bien connu, la fatigue. La fatigue est une usure progressive d'un matériau suite à un effort répété un très grand nombre de fois. On appelle ça des cycles. Dans le ferroviaire, un cycle est le passage d'un essieu, sachant qu'un train a plusieurs essieux. À force d'efforts répétés, la fatigue crée des micro-fissures dans le matériau, menant au bout d'un moment, par accumulation, à une fissure plus large. C'est ce qu'on appelle l'amorçage. Cette amorce va fragiliser la pièce et entraîner la propagation de la fissure de plus en plus profondément, jusqu'à arriver à un point où la pièce n'est plus capable de résister et casse. On devine que la fatigue est un phénomène assez sournois, parce qu'elle peut commencer au cœur des matériaux. Visuellement, tout semble ok, jusqu'à la rupture, où là, c'est trop tard. Mais depuis 1842, on a étudié le phénomène, et on est capable de l'anticiper. Par exemple, on peut tester en laboratoire sur des éprouvettes un effort répété, et à partir de ça, établir des courbes. Pour une application courante, on dimensionne une pièce pour une fatigue autour des 50 000 cycles. Mais pour les ponts ferrés, on est sur une utilisation tellement longue qu'on est dans le domaine du gigacyclique, le milliard. Ce qui pose problème en laboratoire pour faire des statistiques. Si on veut tester sur une éprouvette 1 milliard de cycles, même si on est à 10 cycles par seconde, il faudrait que l'expérience dure plus de 3 ans. C'est pas super pratique, il y a des solutions pour contourner ce problème, mais bon, on est déjà dans un sujet niche, n'allons pas dans la niche du sujet niche. On les voit pas les signes de faiblesse en fait. C'est vraiment dans la... Ah, en fait, c'est même tu fais des radios. D'accord, il faut faire des radios pour savoir... C'est statistique. Le nombre de fois où il y a eu un cycle, donc c'est un essieu de train qui est passé dessus, ça crée des micro-fissures. C'est une réponse statistique. On l'a vu, la majorité des ouvrages de l'époque sont construits en fer pudelé rifté. Et cette technique de construction a son propre comportement à la fatigue et à la corrosion. La qualité d'un fer pudelé dépend en partie des scories, des impuretés qui sont encore piégées à l'intérieur. Et tout ça varie en fonction du procédé et des usines. Par exemple, le fer suédois était particulièrement réputé pour sa qualité. On peut voir ces scories ici sur une tranche de fer filmée au microscope. On notera qu'elles sont toutes orientées de la même manière. C'est le résultat du laminage qui oriente, entre guillemets, la structure interne du fer. Sans rentrer trop dans les détails, les micro-fissures vont avoir tendance à se propager à partir de ces impuretés, contrairement à de l'acier moderne, par exemple, qui est beaucoup plus pur. Et le laminage peut entraîner ce qu'on appelle des corrosions feuilletantes. C'est-à-dire que la corrosion s'étale en suivant le laminage et sépare l'atoll en plusieurs couches, comme un millefeuille. Le fer pudelé était principalement rifté. C'est une technique d'assemblage assez simple. On chauffe un rivet dans un four, puis on le place dans le trou. On tape ensuite pour écraser l'extrémité et former une tête. En refroidissant, le rivet se contracte et compresse les plaques de métal. Simple, mais très efficace. Les usines ne fournissaient du fer qu'avec des formes assez simples. Des barres, des plaques, des profils en L ou en U. Pour fabriquer un pont avec une structure assez complexe, il fallait faire
beaucoup d'assemblages et donc poser beaucoup de rivets, des milliers de rivets par ouvrage. On imagine la quantité de travail nécessaire, surtout que même si on a rapidement mis au point des outils pneumatiques, ça restait un travail très physique. Et en plus, cette technique est résistante, mais pas parfaite. Il faut vérifier l'état des rivets régulièrement, parfois il faut en refaire, et l'interface entre le rivet et les plaques est aussi un lieu subissant de la fatigue et de la corrosion. Donc tous les 3 ans, il y a une visite intermédiaire. Tous les 6 ans, c'est une visite approfondie où tu vas compter les boulons, compter les rivets, voir toutes les micro-fissures. Tu vas aller jusqu'au bout de l'inspection. Bon, c'est pas tout, mais on a du chantier à voir. On commence par le pont des cathédrales avec Nicolas qui s'occupe de la maîtrise d'ouvrage pour la SNCF. Le maître d'ouvrage est celui qui commande et finance les travaux. Donc on est 2 km, entre 2 et 3 km au-dessus de la gare du Nord. C'est une des particularités de ce pont, c'est qu'en fait il est dans la zone, une des zones les plus denses d'Europe, même du monde, en termes de circulation ferroviaire. Pour le faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû retirer toutes les voies qu'il y avait initialement, dévier tous les trains. Ensuite on construit notre ouvrage en plein milieu des voies. Après on le lance, on le met en place et voilà. Le pont des cathédrales fera notamment passer le tout nouveau Charles de Gaulle Express. C'est d'ailleurs à l'occasion de la construction de cette nouvelle ligne qu'on en profite pour remplacer le pont. La structure du nouveau pont est de type Warren. C'est une succession de triangles qui rigidifient la structure. Tu peux avoir de très grandes travées. Dans la travée, c'est l'espace entre 2 appuis. Si c'est pas du Warren ou du bowstring, c'est une autre forme d'ouvrage aussi, c'est à peu près 30, 40, 50 mètres maximum que tu vas arriver à faire entre 2 appuis. L'ancien pont, qu'on peut apercevoir derrière le nouveau, reposait sur de nombreux appuis. Pour le nouveau pont, on aurait pu faire pareil, mais ça nécessitait de bloquer la circulation des trains pour fabriquer les appuis et donc perturber le trafic. D'où un pont ferroviaire sans appui, ce qui fait une très grande travée, une des plus grandes d'Europe, ce qui demande une structure imposante, forcément. Oui, parce qu'il est d'un seul bloc, il n'y a pas de pile entre les deux. Le pont tient que sur ses 2 extrémités, quoi. Voilà. On était là-bas, on a traversé, hop, on est passé sous le périph', on est remonté. Ici, en fait, on a préfabriqué l'ouvrage. Tu as 24 camions qui sont arrivés, qui ont apporté des morceaux d'ouvrage, qui ont été assemblés ici sur place. Et après, ça a été levé à la grue et ça a permis d'assembler l'ouvrage derrière. Donc ça, c'est Eiffage qui s'est occupé de ça. C'est Eiffage Métal qui fait ça. 8 mois pour monter le pont. 8 mois pour monter le pont. Ce type de pont est livré en kit avec des morceaux beaucoup plus gros et plus complexes qu'à l'époque. Et on a aussi eu une avancée considérable dans les méthodes d'assemblage, la soudure. Le fer pudelé se soude très mal. L'acier, en revanche, avec des bons soudeurs, on peut faire des œuvres d'art. Les soudures sont aussi moins altérables que les rivets. C'est pour ça qu'on ne construit plus de ponts rivetés. C'est une méthode qui est complètement dépassée. Ça a été monté par morceau. Un W, ça faisait un morceau. Ça fait 70 tonnes. C'est levé par une grue. On la met en place et c'est comme sur des gonds de porte. On vient la clencher en fait. Et ensuite, on vient souder. Une fois le pont construit, il faut le lancer. Cette nuit, ça s'est très bien passé. Et en fait, ça s'est tellement bien passé que sur le planning, on a 17 heures d'avance à peu près. Ensuite, là, les dernières phases qui nous restent, ça va être de régler l'ouvrage pour vraiment qu'il tombe au millimètre sur ses appuis définitifs. Tu as l'arrière-bec, il va servir de contrepoids. Et dessus, on y fixe... C'est le truc rouge là, c'est ça? Le truc rouge. Les trucs rouges, en gros, c'est des trucs temporaires uniquement pour le lançage. Le pont a été poussé par un système de treuil à l'arrière. Donc ça avance par à-coups en fait. Non, c'est très doux, très linéaire. C'est très lent. Lorsqu'il y a une poussée, il faut rester plusieurs minutes à fixer un point fixe pour s'apercevoir que ça bouge. Donc la partie où ça glisse, le pont en fait il glisse, c'est pas des rouleaux. T'es patines dans tes flancs. Pendant le lançage, ils mettent du liquide vaisselle qui fait qu'il n'y a pas d'adhérence, c'est très peu d'adhérence et de frottement sur ça avance sur du liquide vaisselle, incroyable. Ouais. Il y a une marque favorite pour faire glisser les ponts ou ça, il y a tout qui marche? Je pense que tout marche. Il repose sur ces 2 culées, mais il n'y a pas de pile au milieu. Il n'y a pas de pile au milieu. Pourtant là, on voit une pile. Exactement. Le fait de lancer un pont qui fait 140 mètres de long, il va fléchir un petit peu. Pour pas qu'il arrive trop bas sur la culée d'accostage, on lui met un point fixe en plein milieu. Elle est située à mi-course. Tu le lances, il se repose sur la palée provisoire. D'accord. Et au moins, tu es sûr que tu as fait la moitié. Donc cette partie-là, faite sur mesure, temporaire uniquement pour mettre le pont. Voilà. Elle aurait été utile une nuit, ça a été des années pour réaliser les pieux, pendant des week-ends sans gêner les circulations des trains, ensuite les semelles, ensuite monter la pile, tout ça pour finalement être utilisé qu'un soir. Pour la suite, on a vu un autre Nicolas qui travaille chez Eiffage Génie Civil cette fois-ci. Donc là, on est à peu près quasiment à la fin du lançage. On a fait 120 mètres sur les 145. Donc une fois qu'on est arrivé en extrémité, on vient le dévériner, donc le descendre au niveau de ses appuis définitifs. Cette pièce-là qu'on voit ici, c'est ce qui s'appelle un avant-bec. Donc c'est la pièce qui permet, quand on arrive au niveau des appuis intermédiaires, de ne pas basculer l'ouvrage par rapport à son centre de gravité. Donc ça permet de l'appuyer provisoirement pour pouvoir continuer à avancer sans basculer. À cette étape-là, en fait, l'avant-bec arrive un peu trop bas. Donc il faut qu'on le vérine. Donc là, on voit les vérins qui viennent le soulever
pour glisser les équipements dessous. Et une fois que les équipements sont mis, on vient dévériner pour poser l'avant-bec sur ces équipements de lançage. Et une fois qu'il est posé, il peut avancer et continuer le lançage. Là, c'est ce qu'on appelle des balancelles. Donc c'est les gros blocs rouges là qui sont là. C'est rotulé, donc ça prend en fonction de l'angle de l'ouvrage. Ça peut prendre de la rotation dans le sens longitudinal. Le niveau définitif, du coup, il est là. Ok. Donc une fois que c'est fini, le pont il est complètement descendu et il repose sur des appareils d'appui. Alors, autre question, une fois que le pont sera posé, est-ce qu'il y a des tests qui sont faits, des tests de charge ou Alors une fois que le pont il est posé, il y a d'abord le bétonnage du tablier, une dalle de 50 cm d'épaisseur sur tout le tablier. Après, donc, il y a cette étape-là, puis à la fin, il y aura la pose des voies. Et une fois que ça c'est réalisé, il y a des trains qui sont envoyés dessus pour tester les efforts. Donc des trains arrêtés, des trains qui roulent, qui s'arrêtent, qui freinent, pour essayer de simuler un peu tous les cas de charge que le pont vivra. L'ouvrage, il fait 1800 tonnes. Tout équipé, il fera 4000 tonnes. On la met en service le 18 août 2025. 18 août 2025. Ok. Que là, on est le 14 février. On va voir le vieux pont, l'ancien pont, qui est beaucoup plus petit du coup. Et ouais, parce qu'il a plein d'appui. Donc du coup, il a besoin de moins de hauteur. Donc ça, c'est l'ancien pont sur lequel passaient les trains. Ouais, exactement. Et ça a 130 piges, quoi. C'est rifté à chaud, 900 degrés. On faisait des barrettes de LED à l'époque. Classique Tour Eiffel, exactement. Voilà, mais il y a encore des gens à la SNCF qui font dériver, mais c'est vraiment que pour les réparations, quoi. Ouais, pour les réparations, ouais. En tout cas, merci pour cette visite. Je t'en prie, avec plaisir. Donc on disait, ça devrait se terminer courant août. Enfin, les trains se mettraient à circuler courant août. Bon, ben on croise les doigts alors. Ouais, on croise les doigts jusqu'au dernier moment. Voilà. Bon allez, merci pour tout. Merci. On est en train donc de cheminer vers le chantier, comme on dit. On y va 3 par 3, parce que ces voies-là sont circulées, c'est ça, si j'ai bien compris. Ouais, donc du coup, on peut pas traverser comme on veut. Bonjour. Ah, ça fait bizarre d'être là. Les visiteurs portent un casque bleu pour être identifiés sur le chantier. Et nous avons fait la visite en même temps qu'un autre groupe. Je le précise parce que des fois, il y a un groupe qui a l'air de rien faire derrière, mais ce sont en réalité des visiteurs qui, comme moi, se sont mis dans un coin pour pas gêner ceux qui bossent. On est avec Christophe, chef de projet de régénération du viaduc, Nassim, responsable de travaux voies et ouvrages d'art, et Romain, ingénieur d'études en ouvrages d'art. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le problème à Paris et en Ile-de-France, c'est qu'il faut faire des travaux sur un des réseaux les plus denses du monde, avec l'impossibilité de dévier les trains ou de fermer les lignes en semaine. Il faut remplacer les ponts pendant des opérations coup de poing qui durent seulement quelques jours pendant les week-ends ou les jours fériés. Donc là, c'est la brèche qu'on a créée. Il faut se dire que lundi matin, les trains de Normandie vont rouler ici. Ouais. Donc là, on est samedi et il faut que lundi, ça roule. Lundi à 4h50. Lundi à 4h50, il faut que ça roule. Exactement. Ouais. Voilà. Et ça roulait encore un mercredi à 22h. Exactement. Le viaduc des Souverains se situe près de la gare Saint-Lazare. On a l'impression que c'est un seul ouvrage, mais en réalité, il y en a deux. Le premier, c'est le pont qui passe au-dessus du boulevard Berthier. C'est le plus large et on n'y touche pas pour l'instant. Le viaduc des Souverains passe au-dessus des voies du RER-C. Il est beaucoup plus étroit que le pont précédent, mais extrêmement large. Vu sa largeur, on ne peut pas le remplacer d'un seul coup, parce que, encore une fois, on ne peut pas se permettre de couper tout le trafic. Donc, on va faire ça par morceaux. Chaque opération coup de poing va servir à remplacer progressivement tout le pont. Alors à l'époque, c'était des poutres métalliques avec un remplissage en voûtin. Donc en fait, c'est un peu comme un plancher en fait. On a des poutres principales qui vont de part et d'autre de la zone à franchir, des poutres secondaires qui rigidifient l'ensemble, et on a des voûtins en briques qui remplissent tous les interstices, de façon ensuite à pouvoir poser la terre dessus, poser le ballast et poser les voies. C'est une méthode assez courante, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont selon cette technologie. Ce type de construction en voûtin est très classique à l'époque. On peut voir là sur plusieurs photos de la construction du métro à Paris. Et on peut aussi en voir aujourd'hui dans certaines stations, comme ici avenue Émile Zola. Les parties voûtées blanches, ici, c'est des voûtins en briques. Donc là, par exemple, est-ce qu'il y a eu des problèmes, par exemple, pour la démolition de l'ancien pont? Est-ce que vous avez trouvé des surprises ou Exactement, le pont a 150 ans, donc il a bien vécu. Quand on a démoli, on a trouvé par rapport à la charpente métallique, c'était pas ce qu'on attendait, qu'elle était plus dure à découper. Donc sur la première OCP qu'on a fait la semaine dernière, on a perdu beaucoup de temps sur la charpente métallique. Le retour d'expérience qu'on a pu faire de la semaine dernière, c'est qu'on a trouvé le bon mélange de gaz pour pouvoir le découper plus rapidement cette semaine. Mais on n'a pas enlevé que le tablier du pont. Là, il y a une partie qui est toute neuve ici, là.
C'est quoi ça? C'est les... Alors ça, ce sont des sommiers. C'était préfabriqué en même temps que les tabliers, donc en Seine-et-Marne, derrière l'aéroport Roissy. Donc là, le mur en bas, ce qu'on appelle la culée, c'est ça? Ça n'a pas été modifié, elle est en bon état. Elle peut encore se repartir pour 150 ans, donc elle n'a pas été modifiée. Parce que là, on voit, c'est carrément coupé, quoi. En fait, on voit ici, là... On a coupé la tête de la culée. D'accord. Donc on a fait un sillage, câble diamanté. Vous avez aussi scié tout le long, là, comme ça? Exactement, on a fait un sillage horizontal et vertical. Ouais, vous avez fait une tranche, quoi. C'est ça, on a fait comme une découpe de jambon, mais dans le... Ok. On va pas refaire des voûtins, on a trouvé une meilleure technique depuis 150 ans. On va poser des tabliers en béton armé. C'est simple, c'est efficace, mais ça a pris du temps à mettre au point. Combien de temps ça a pris pour concevoir pour préparer ce chantier-là? Alors, il y a eu pas mal de phases d'études différentes. Au total, on a commencé les études en 2014, donc à savoir les études préliminaires, et tout ça pour aboutir à la conception du projet justement en 2024-2025. Ok, donc plus de 10 ans, quoi. Ouais, plus de 10 ans. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des phases d'acquisition de données, des phases où on doit faire valider toutes les hypothèses qu'on a prises, donc ça prend pas mal de temps. Mais bon, on est en plein milieu des voies, donc comment on fait pour installer ces fameux tabliers? En fait, on a 4 tabliers qu'on va poser durant cet OCP. On a les 3 tabliers qui vont suivre, ils vont supporter des voies. Donc on voit qu'ils sont dans l'axe des voies qu'on voit au fond. On voit bien d'ailleurs que c'est séparé là à chaque fois. Exactement. Et ce tablier-là, donc lui, il est moins large en fait. Et lui, il est dans une entrevoie, donc il n'y a pas de voies qui vont rouler dessus. Mais par contre, c'est lui qui va reprendre la charge du portique qu'on a mis pour l'instant en provisoire sur cette poutre. Donc la poutre métallique là, on va l'enlever après. Et en fait, le portique, on voit ici, il y a son support qui est déjà prêt. On peut circuler avec ça au milieu. Ben là, en fait, cette poutre-là, elle a été installée au mois de mars. D'accord. Et ça fait 1 mois et demi que les trains roulent sans problème. Donc là c'est le tablier qui va être posé. Le premier sur... il en reste 3 à poser là, c'est ça? Il en reste 3 à poser, exactement. Ce tablier-là, du coup, on va venir le poser en provisoire sur les cales en bois qu'on peut voir ici. Ensuite, on va venir avec l'outil prendre une autre cale en bois qu'on va mettre en dessous du tablier pour pouvoir le surélever et le faire passer à un autre endroit. Donc on est obligé d'avoir un phasage intermédiaire sur lequel on vient poser les tabliers sur un appui surélevé de façon à pouvoir faire rotationner les autres par le dessous. En fait, ça va rentrer à environ 25 cm près là. D'abord lui, après là, et après celui du milieu. Ça pèse combien là, un tablier comme ça là? Un tablier, il fait 47 tonnes. 47 tonnes pied. On va le voir probablement tout à l'heure, hein, mais l'outil il est équipé de 4 vérins qui sont en dessous, qui permettent de soulever. Et ensuite, il a des vérins transversaux et une table rotative. On n'est pas resté pour voir la pose des 3 tabliers, le principe reste le même à chaque fois. On va plutôt terminer ce tour en allant voir comment ça se passe sous le pont. On est actuellement dessous, donc au niveau du RER. Au fond, on voit là l'outil qui est en train de supporter le plateau. Sachant que là, ce qu'on a au-dessus de la tête, ça, c'est des éléments qui ont été déjà renouvelés entre 2015 et 2018. En fait, la semaine dernière, on a commencé à partir du tablier de forme triangulaire, là, trapézoïdale. Donc vous avez commencé à partir de là. Le premier qu'on a posé, c'est celui-là, celui qui est triangulaire. Et après, ça a été posé la semaine dernière. Donc ça, le RER aussi, il a été coupé juste pour ce week-end. Il a été coupé juste pour ce week-end. Donc là, le lundi soir, la circulation reprend. Voici ce qu'on appelle l'outil. C'est lui qui a servi à transporter les tabliers. Et il a la particularité de pouvoir rouler sur 2 voies. C'est un assemblage de différents éléments. Ici, on a les loris, qui sont des chariots télécommandés. On les a vus sur d'autres chantiers pour transporter du matériel. On a un système hydraulique pour lever et tourner les tabliers. Et tout est monté sur des articulations pour encaisser les variations et les écarts entre les 2 voies. Là encore, ce genre d'engin a été développé pour gagner un maximum de temps et fermer le moins longtemps possible les lignes. On s'en est servi pour récupérer des morceaux de l'ancien pont, puis pour transporter les tabliers et les installer. Et toute la conception de cet engin a été faite pour un seul pont, pour uniquement ce chantier-là. En tout cas, j'espère que ce petit tour vous a plu. D'autres chantiers sont à prévoir pour remplacer d'autres ouvrages anciens. Et comme on a commencé d'abord en périphérie autour de Paris, on se rapproche maintenant au plus près des gares. Et là, ça devient de plus en plus compliqué pour faire en sorte qu'il n'y ait absolument aucune coupure de trafic. Il faut forcément faire des opérations coup de poing pendant les week-ends, les jours fériés, où on va fermer quelques lignes pour pouvoir remplacer le plus rapidement possible les ponts. Je pense qu'avec cette vidéo, vous avez compris tous les moyens qu'on a mis en œuvre justement pour réduire au maximum la durée de fermeture des lignes. En tout cas, merci pour toutes ces explications. J'espère que la vidéo vous plaira du coup. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bon, en attendant, il se fait faim, hein, c'est 13h, j'ai pas mangé ce matin, donc j'ai vraiment trop la dalle. On va aller manger au resto. Et je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.
Il y a pas mal de déplacements d'air. En fait, c'est fou, c'est quand on est dans le train, on se rend pas compte de la vitesse à laquelle ça roule à côté, hein.